L'histoire de la dette en tant que telle nous est racontée brillamment par le regretté anthropologue David Graeber dans un livre sorti en France en 2013 aux éditions Les Liens qui libèrent, dont le titre annonce la couleur « Dette, 5000 ans d'histoire ». Déjà, bien évidemment, il confirme notre état de nature, je le cite. « À l'origine, les êtres humains vivaient dans un état de nature où tout était détenu en commun. C'était la guerre qui avait commencé à diviser le monde et le droit des gens qui en avait résulté. Les usages communs à l'humanité qui régissent des questions comme la conquête, l'esclavage, les traités et les frontières, avaient été le premier responsable des inégalités de propriété aussi. Par l'expression « le droit des gens », Graeber signifie le droit d'une minorité dominante par la guerre, la violence, s'arrogeant ainsi un droit sur autrui, c'est-à-dire un pouvoir sûr, un pouvoir toxique, lequel n'existait pas auparavant. J'ai moi-même nommé ce renversement spirituel et moral la chute néolithique. En synthèse, Graeber nous raconte qu'à l'origine, la dette n'avait et n'a toujours qu'un fondement moral. Il n'y en a pas du point de vue économique. Comme avec l'argent privé et l'argent public, il faut distinguer les dettes privées qui, elles, doivent être remboursées, et les dettes publiques. Elles ne sont pas de même nature. Et là encore, ça fait confusion dans nos têtes. Et là encore, nos gouvernants entretiennent cette confusion pour nous rouler dans la farine. Or, rien ne nous empêche, tant du point de vue économique que moral, d'annuler une dette souveraine. Le point de vue moral ne concerne que l'argent privé et les dettes privées, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire qui signifie confiance. Quand j'emprunte, j'ai endossé un devoir moral de rembourser. Rien à voir avec l'argent et la dette publique, puisqu'ils sont notre argent en commun. Voilà ce que nous enseigne 5000 ans d'histoire de la dette selon David Graeber. C'est par exemple le cas au Japon. Ce sont les Japonais qui détiennent leur dette souveraine, qui est montée à plus de 210% de leur PIB, tandis que nous en sommes seulement à 110% d'une autre. Sauf que 53% de notre dette est détenue par des investisseurs étrangers. Personnellement, je dirais des spéculateurs étrangers. Du coup, c'est eux qui nous gouvernent. Si, en septembre 2025, la cote de la France est dégradée par des agents de notation privés, sans contrôle démocratique, alors notre taux d'intérêt va grimper et nous finirons par tomber dans la trappe des intérêts insoutenables. Elle est là, la pyramide de Ponzi. Or, si vous écoutez des économistes sérieux, la calculette à la main, ils affirment que la France ne pourra non seulement plus jamais réduire sa dette, mais qu'elle va sans cesse augmenter. Nous sommes dans un cercle vicieux. Pourquoi ? Si nous faisions un budget annuel de 100 milliards d'économies, rappelons que Bayrou cherchait 44 milliards en 2025, la dette ne diminuerait pas parce que cette économie engendrerait une diminution du PIB. Or, une croissance de 1%, ce qui serait un maximum aujourd'hui, ne suffirait même pas pour diminuer la dette. Il faudrait au moins 5% par an de croissance sur 10 ou 15 ans pour pouvoir diminuer notre dette, ce qui n'a existé que durant les 30 Glorieuses. Pire encore, la nature nous impose de décroître. Alors de deux choses l'une, soit nous allons faire défaut vers 2030, et nous allons souffrir comme jamais, soit nous liquidons notre dette en instaurant une démocratie directe, c'est-à-dire en reprenant en main notre souveraineté monétaire. Oui, je sais, et l'Union européenne, et l'Europe. Mais les autres pays suivront par contagion, et nous pourrons reconstruire alors une Europe des peuples. Oui, c'est radical, mais au grand mot, solution radicale. Rien ne changera tout doucement. Bien évidemment,
Annuler notre dette souveraine suppose que celles et ceux qui détiennent la dette française perdaient leur capital. Mais d'où vient-il? De la production des richesses par notre peuple d'année en année. Nous l'avons vu. Pour éviter ce problème supposé moral, Gail Giraud propose d'inscrire une grande partie des dettes souveraines des pays européens au bilan de la BCE, la Banque Centrale Européenne, éternellement. Mais si les peuples, notamment le peuple de France, récupéraient son argent magique, tel que je l'ai présenté, rien ne nous empêcherait de rembourser nos créanciers, puisqu'il est illimité. Rien ne nous empêcherait d'inscrire au passif du bilan de notre Banque de France 3300 milliards. Et de surcroît, créer 2000 milliards de plus pour financer la pauvreté, le salaire à vie, les biens communs et l'écologie. L'aspect moral serait même préservé, et nous pourrions passer à une saine économie, une économie spirituelle que nous verrons dans le prochain podcast. C'est-à-dire passer d'une économie de la croissance spirituelle dans la décroissance matérielle. Car il va bien falloir limiter notre consommation. Or aujourd'hui, limiter notre consommation revient nécessairement à augmenter davantage encore notre dette. On en est là. Voilà pourquoi, quand vous vous dites, en m'écoutant, utopie, je vous réponds, on n'a même plus le choix. Et tous les peuples n'ont plus le choix, l'humanité n'a plus le choix. Certains souffriront plus que d'autres, mais tous souffriront. Par ailleurs, nous avons largement évoqué l'origine de la propriété il y a environ 5000 ans, au moment de cette involution spirituelle et morale. La coïncidence chronologique ne laisse donc aucun doute. Sans propriété, point de dette. Il est clair qu'il existe un lien causal entre propriété et dette, ne serait-ce que pour acquérir son logement, ce qui ne pose aucun problème en soi. J'emprunte de l'argent privé que je dois rembourser dans la circulation de l'argent privé, ce qui n'est pas l'argent public. Cependant, le couple propriété-dette s'énonce plutôt de nos jours en capital-dette. D'un côté, le capital est détenu par une minorité possédante, et de l'autre, les dettes reviennent à la majorité des possédés. Lors de notre étude sur l'argent magique, nous avions remarqué un paradoxe. Comment se fait-il que les peuples qui produisent les richesses, et donc les bénéfices, s'appauvrissent systématiquement en même temps? Et ceci depuis un demi-siècle. Voilà en raccourci le cycle infernal en 6 étapes d'une économie capitaliste néolibérale. Premièrement, les peuples produisent les richesses contre un coût minimum, un salaire minimum. Deuxièmement, les bénéfices vont en majorité aux propriétaires dominants. Troisièmement, ces mêmes bénéfices retournent au peuple sous forme de prêts à leurs États. Quatrièmement, lesquels prêts, provenant à l'origine de leur travail, engendrent des intérêts versés aux mêmes propriétaires dominants par les peuples. C'est la double peine pour nous, et par suite une double rentabilité pour les propriétaires dominants. Cinquièmement, du coup, les peuples étant endettés, les mêmes propriétaires dominants leur imposent une économie d'austérité, c'est-à-dire d'appauvrissement. Sixièmement, dernière étape, l'austérité enrichit les propriétaires dominants qui réamorcent avec ce nouveau profit un nouveau cycle infernal, et notre dette explose. D'où j'avais soulevé ce paradoxe en conclusion sur l'argent magique. Comment les Français pourraient-ils un jour rembourser 3300 milliards d'euros alors que collectivement, ils sont déficitaires tous les ans depuis un demi-siècle? Ce mensonge d'État ne fait aucun doute. C'est ainsi qu'en France, depuis 1973, la dette souveraine augmente d'année en année jusqu'à des quantités abyssales, lesquelles, comme on l'a déjà vu, ne seront jamais remboursées, ni même par nos petits-enfants. C'est une véritable pyramide de Ponzi,
qui fonctionne grâce à l'argent magique, puisqu'illimité, gratuit et jamais remboursé. La dette, dès lors aussi magique, roule indéfiniment et, disais-je, nous roule dans la farine. Du coup, pour les propriétaires dominants, l'austérité signifie richesse. Je m'explique. Plus vous demandez à un pays de réduire ses dépenses en faveur du peuple, santé, retraite, salaire, services publics, plus inversement, ce pays augmente les impôts pour combler le fameux déficit, abondé là encore par ce même peuple. Plus l'argent ainsi récolté va en cadeaux fiscaux, CICE, crédit d'impôt recherche, etc. Il va où? Aux grandes entreprises. C'est la politique de l'offre, qui enrichissent à nouveau les déjà riches actionnaires. Dès lors, pendant que le pouvoir d'achat des peuples diminue, la distribution des dividendes s'envole d'année en année, ainsi que la dette souveraine. Au salaire minimum, dividende maximum. Résultat final de ce cycle infernal, la dette paye la rente des riches. C'est pourquoi nous observons que les riches ne cessent de s'enrichir et la dette des peuples d'augmenter. Ce sont des vases communicants. En conséquence, par l'austérité perpétuelle, la dette gouverne les peuples. Ce constat n'est pas nouveau. L'argent gouverne les peuples depuis au moins 5000 ans. Son visage s'est recomposé de siècle en siècle, mais sans jamais cesser. Aujourd'hui, son visage s'appelle créanciers étrangers, fonds de pension, agences de notation américaines, bref, la finance mondiale sans visage humain. C'est à cette nébuleuse que les peuples doivent obéir, c'est-à-dire vivre constamment dans l'austérité. Avant cette époque cruelle, égoïste et tyrannique, durant 100 000 ans, l'argent était déjà magique, dans la mesure où Sapiens se nourrissait, se vêtait et se logeait en prélevant les ressources et les richesses nécessaires directement auprès de Mère Nature, et ceci de manière totalement illimitée, gratuitement, et sans jamais rien à lui rembourser. Il n'y avait ni pauvreté, ni famine, ni guerre, ni maladie chronique, ni fin de mois, ni fin du monde. Aucun sapiens n'était endetté envers un autre. Cette appropriation illégitime, dotée d'un pouvoir absolu, va se métamorphoser au cours des derniers siècles en un système d'économie financiarisé portant le nom de capitalisme financier. Le capital revenant aux propriétaires dominants de la planète et la dette équivalente au peuple. Par exemple, la dette de l'esclave envers son propriétaire, c'était sa vie, corps et âme. Le colonisé, le serf, l'ouvrier, payait sa dette avec son labeur, dont les fruits revenaient au propriétaire. Je n'invente rien, je veux juste vous montrer que si la forme a changé, le fond reste le même. Sauf que derrière la théorie, nous parlons de souffrance. Hier, 90% de la population souffrait du point de vue économique. Aujourd'hui, au moins 50%. Certes, on peut y voir une amélioration. Cependant, le jour où la nature va prononcer le mot fin, cette amélioration temporaire va s'achever en horrible souffrance. D'autant qu'entre-temps, nos économies pourraient bien s'effondrer. Je dois vous avouer qu'avant de me plonger dans le mécanisme que je viens de vous décrire, je ne pensais pas que nous étions déjà au bord du précipice. J'en avais conscience à long terme, notamment à cause de la nature qui ne nous supporte plus, mais pas à court terme, à cause de ce cercle vicieux du complexe économique néolibéral bâti depuis les années 1970-80. Les néolibéraux, qui ne s'appellent jamais ainsi, ils se nomment libéraux, ce qui est faux et anhistorique. Les libéraux, donc, ont construit une machine diabolique, machiavélique au sens commun du terme. Je ne le savais pas à ce point quand j'ai écrit mon livre. Je reformule tellement l'enjeu est important. Plus les dettes augmentent, plus les propriétaires dominants s'enrichissent. Le rapport capital-dette augmente sans cesse à l'infini. Entre le milieu du XVe siècle et la fin du XIXe siècle,
le commerce triangulaire des Noirs africains va pour la première fois mondialiser et faire exploser le couple capital-dette et donner naissance au capitalisme contemporain. Le processus économique est donc simple à comprendre. D'année en année, les peuples produisent au prix de revient le plus bas possible, tandis que les bénéfices vont dans les poches des propriétaires dominants. C'est l'aubaine dénoncée par Proudhon. En parallèle, notamment depuis le néolibéralisme des années 1970-80, les États creusent le capital dette en finançant directement les grandes entreprises par toutes sortes de cadeaux fiscaux. La France est championne en la matière. À titre d'exemple, l'État français finance le privé à hauteur de 270 milliards d'euros par an. Chiffre qui vient de sortir d'une nouvelle enquête indépendante. C'est un livre qui a comme titre « Le grand détournement », mais il est sorti il y a quelques jours. En 2023, son déficit était de 176 milliards, déficit qui a gonflé bien sûr la dette souveraine. Ainsi, depuis l'élection du président Macron en 2017, il aura déversé en 7 ans 1120 milliards d'argent magique et en même temps creusé la dette souveraine de 1000 milliards. Pendant que les 500 familles de France ont engrangé jusqu'à 1000 milliards de capital. Étrange coïncidence quantitative, non ? Résultat. Outre la spoliation de l'argent public, donc magique, les propriétaires dominants spéculent en plaçant leurs capitaux, sans cesse en augmentation dans la dette des États, laquelle s'avère rémunératrice sur le dos des peuples. Au vrai, depuis les premières civilisations, les propriétaires dominants gouvernants, par la violence puis la ruse, ont instauré un rapport capital-dette entre eux et les peuples. Autrement dit, le capital va aux propriétaires dominants et les dettes au peuple. Du coup, les peuples doivent subir une politique d'austérité. C'est en ce sens que la dette gouverne les peuples. Ainsi, l'argent magique, l'équivalent des ressources et des richesses offertes gratuitement par la nature depuis toujours, n'a jamais pris fin, mais exclusivement au profit des propriétaires dominants gouvernants depuis 5000 ans. Rappelons-le, c'est ainsi que la BCE, la Banque Centrale Européenne, a créé ex nihilo 2600 milliards d'euros entre 2016 et 2022 à taux zéro, qu'elle a déversé dans les poches de la finance européenne. Ce qu'il fallait comprendre, je ne le répéterai jamais assez, réside donc dans le fait que l'argent magique existe depuis toujours. C'est notre état de nature, sauf qu'il est allé systématiquement dans les poches de la minorité détenant le pouvoir absolu, que cela soit par la force ou la ruse. La ruse, c'est le mensonge. Aujourd'hui, la ruse se nomme démocratie représentative et capitalisme néolibéral. Rappelons que les néolibéraux ne sont absolument pas démocrates. En conclusion, il suffit de réorganiser les conventions économiques de telle manière que l'argent magique aille dans les bonnes poches, celles des biens communs des peuples, précisément ce que nous a expliqué l'économiste Stephanie Kelton. Il suffit donc que les peuples le décrètent. Dès lors, la solution en France et ailleurs de tous nos problèmes est donc la suivante. Instaurer une démocratie directe pour notamment récupérer notre souveraineté monétaire, économique, fiscale, législative, en vue d'investir dans les biens communs du peuple, services publics, éducation, santé, art, culture. L'une des conséquences, la fin de la pauvreté et le salaire à vie, qui vont devenir obligatoires avec l'intelligence artificielle qui va supprimer 50% des emplois actuels. L'autre conséquence, moins facile, sortir de l'euro et donc de cette Union européenne radicalement antidémocratique. Mais les autres peuples suivront pour réinventer une autre Europe. Le jeu n'en vaut-il pas la chandelle ? C'est impossible, direz-vous ? Non seulement c'est possible, mais nous n'avons plus le choix. Si nous, les peuples, voulons nous sauver de nous-mêmes et réaliser un monde soutenable et souhaitable. Sans la démocratie directe, aucun gouvernement ne lancera un vrai programme écologique et climatique. Aucun gouvernement ne s'attaquera à la finance telle que je viens de la décrire. Ce qui nous amène, dans le prochain podcast, à l'idée d'une économie spirituelle.
J'ai commencé ce volet économique par la loi naturelle de coopération, pour finir avec le capitalisme coopératif. Puis nous évoquons concrètement les 3 piliers altruistes d'une démocratie directe et enfin le caractère nuisible des milliardaires, chiffre en main. Encore pardon pour mes bafouillages et surtout grand merci pour votre patience et j'espère vous avoir un peu convaincu.